Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la table ronde. Et avant toute chose, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour la première table ronde. Un accueil qui a été hyper chaleureux avec des personnes qui m'ont envoyé plein de messages d'encouragement et des messages super bienveillants. Donc merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. En ce qui concerne cette table ronde, on espère que c'est un sujet qui va vous plaire puisque pour nous c'était hyper important de parler de ça et c'est pourquoi j'ai choisi Mila, Marie et Zélia puisque pour moi c'était les personnes parfaites pour ce débat. Bref, je vais pas parler plus longtemps et je vous laisse avec la suite. Les poils. Oh, quel sujet. Alors nous allons faire un petit sondage. Qui est incapable de sortir épilé de chez soi? Non, pas épilé. Oui, Ouais. Qui est incapable de sortir pas épilé de chez soi. J'ai aucun mal à... En fait, ça dépend des parties du corps. Ouais, exactement. Genre, par exemple, tu vois, je sais pas si c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais je suis capable de montrer mes jambes pas trop épilées parce que je suis pas hyper poilue des jambes. Et je me dis, bon, les gens, ils captent que les jambes, c'est long à épiler et tout, ça fait chier, machin, tout ça. Par contre, les aisselles, moi, j'ai le sentiment que si on s'épile pas les aisselles, eh ben, c'est revendicatif. Ah ouais? Revendicateur. Revendicateur. Que en gros, que c'est... Que t'es forcément politiquement engagé. Que c'est carrément, que c'est Okay. que ça veut dire C'est que je suis forcément une féministe. Mais ça, c'est le cliché de la féministe aux cheveux bleus hyper extrémiste et tout, alors que bah non, en fait j'ai juste la flemme de m'épiler, les gars. C'est Genre. parce qu'à partir du moment où tu sais ils ont parlé, où les médias etc parlaient des féministes et de leurs revendications etc, c'était ça qu'on montrait, c'était les poils des aisselles et pas carrément. forcément les poils des jambes. Ouais. Du coup je pense que c'est pour ça que c'est devenu un symbole un peu. Meuf, moi c'est grave comme toi, c'est-à-dire que moi j'ai la flemme, bon comme tout le monde en fait, qu'on se l'avoue, Oui, hein, oui. personne n'aime s'épiler, Ah, c'est j'adore, chiant, en fait. Enfin, voilà, oui, c'est chiant. Si, t'aimes bien avoir les jambes Après, qui glissent dans les ouais, bras et tout, oui, tu vois. c'est clair. Mais enfin, je veux dire, c'est juste ça quoi. Genre, Franchement, oui, c'est Alors qu'au peut-être... fond, quand on a les poils qui ont poussé mais jusqu'au bout, c'est très doux. c'est très doux. On a un peu l'âge, Oui, oui. franchement, un peu l'âge naturel. On est toutes douces, les gars. Ouais, faut tester. Et les meufs. Quand je sors pas épilée et tout, c'est vraiment juste que j'ai la flemme en fait. Genre, j'ai pas envie de passer 2 heures là, ça prend pas 2 heures, mais de toujours à penser ah attends, je vais mettre une robe à manches courtes. Alors du coup, ah ouais, mais du coup, faut que je prévoie de me doucher avant. Mais Ouais. c'est bon, tu vois. Moi, ça me fait penser un peu à Angèle. Ouais. Au festival de Cannes, elle montait sur scène et en gros elle disait bon, je suis dans une putain de robe en paillettes trop belle, mais je veux pas m'épiler les aisselles. Comment je fais? Est-ce que je le fais? Et dans ces cas-là, dans les médias, parce qu'elle, du coup, elle est déjà étiquetée comme la féministe et tout. Ouais. Elle dit, est-ce que si je me présente au Festival de Cannes pas épilée, ce sera effectivement revendicateur et machin, et ce sera vu partout comme Angèle, la féministe, machin, l'extrémiste et tout, machin. Ou alors, je m'épile, mais j'ai pas envie, et en même temps, Ce serait leur donner raison. au moins, on parle pas de moi, quoi. On me fait pas chier parce que j'ai pas envie qu'on me mette en avant, et encore moins pour ce genre de truc, pour mes poils. Là, par exemple, je suis pas épilée et je sais que pour autant, je vais faire attention à pas trop qu'on voit, Ouais. parce que justement, je suis pas forcément à l'aise avec l'idée qu'on... Enfin, c'est forcément féministe de se dire, bah, j'ai pas envie de m'épiler, j'ai la flemme, j'ai le droit, tu vois, Ouais. c'est forcément féministe de dire ça. Mais je suis d'accord avec toi que je suis pas là en mode, regardez, c'est un acte revendicateur, non, genre juste, ça devrait être normal en fait, ça devrait pas être vu comme direct un truc qui a 1000 significations. Des fois, c'est tellement porteur de sens que du coup, ben, comme je vous disais tout à l'heure, des fois quand je suis à la fac et que je suis pas épilée et que du coup bah, je suis bien parce que bah, j'ai pas perdu de temps pour rien, mais que par exemple je vais lever la main, et bah, je vais toujours faire je me pose sur ma table alors que non, c'est juste que je cache parce que j'ai peur justement que dans le regard des autres, oh là là, c'est encore une grosse féministe, c'est là, tu vois. Alors que, bah non, pas forcément, c'est juste que j'avais la flemme. Moi ça fait un bail que je me suis pas épilé les aisselles là et genre bah d'ailleurs je fais une petite anecdote, je crois que j'apprécie, tu vois, genre j'apprécie ne pas être épilée. Mais oui, mais moi je préfère. Moi, ça me va. C'est Enfin, je sympa, m'en mes fiche, quoi. poils, genre cool et tout. Je me suis même dit, vas-y, tu sais quoi, je vais les colorer et tout. Nous, on a quand même on a franchi une énorme étape, c'est-à-dire qu'on accepte. Parce qu'il y a des filles qui sont même pas à cette étape-là, qui c'est impossible pour elles. Dans le dégoût de leur propre. C'est ça. Ouais, et même nous, en ayant accepté ça, on a encore ce blocage. Quand je fais des tatouages à des meufs sur des zones où éventuellement elles devraient, pour être socialement acceptées, elles devraient être épilées, elles s'excusent auprès de moi. Et en fait, j'avais un pote qui était tatoueur et qui me disait, mais moi c'est pareil. Et que ce soit auprès d'un mec, je trouve que c'est dérangeant, mais je peux entendre, tu vois. Mais auprès d'une meuf,
genre, frère, je connais la galère de l'épilation. Je suis moi-même une grosse flemmasse de ce côté-là. À ce moment même, je ne suis pas épilée et je vois pas pourquoi je m'excuserais auprès de quiconque de pas être épilée. Parce qu'il y en a qui sont pas déconstruites comme toi. Bah ouais, mais en fait, même, tu vois, même des gens qui sont qui reconnaissent qu'elles ont eu la flemme, tu vois, elles prennent le temps quand même de s'excuser avant en disant, bah désolé, voilà. J'ai pas eu le temps ce matin. T'étais en mode, mais même si t'avais eu le temps, genre, je m'en fous. Enfin, tu pourrais avoir des poils bleus si t'avais envie. Ouais, effectivement, j'en avais parlé du coup avec mon pote tatoueur et il me disait, mais moi, c'est la même chose. Et il me dit, ça me met encore plus mal à l'aise qu'on me dise, désolé de pas m'être épilée. Parce qu'il me dit, du coup, tu captes que elle veut surtout pas que ce soit revendicateur. Et que du coup, toi, ça te met un peu en mode, ah, mais j'allais pas penser ça que toi, t'inquiète pas. Et après, je pense que c'est parce que aussi, il y a énormément de tatoueurs qui, pour le coup, sont gênés par rapport à ça. Ah ouais. Mais quand tu connais des tatoueurs qui sont complètement déconstruits et qui réalisent que dans ce monde-là, il y a quand même des gens qui sont très cons et qui disent encore à des nanas, ah ouais, par contre, ça aurait été mieux que tu t'épiles, alors que c'est pas du tout problématique pour la zone où tu tatoues. Enfin, je veux dire, si tu tatoues les côtes et qu'elle est pas épilée aux aisselles, qu'est-ce que t'en as à foutre? Ce qui est encore plus chaud, c'est que des femmes vis-à-vis des femmes. Ouais. Et genre, on revient sur ce truc un peu de compétition, de toujours la peur d'être jugé par tes pairs. Et moi, une anecdote qui m'est arrivée, par exemple, moi, quand je vais chez la gynéco, des fois, c'est ma mère qui me prend des rendez-vous, donc je suis pas trop au courant. Et puis un jour, elle me dit, bon, t'as un rendez-vous chez la gynéco. Et sauf que moi, du coup, je suis pas épilée et tout, et je suis là en mode, oh, putain, mais elle va croire quoi de moi? Alors qu'elle envoie toute la journée des châtains, épilés ou pas, quoi. Non, mais même pas forcément là. Moi, je parle juste des jambes et des jambes et des aisselles. Sinon, le maillot, bref, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Ouais. Juste les jambes et les aisselles. Et quand du coup elle m'ausculte, je me sens mais sale. Mais vraiment, je me dis, mais elle va croire que je suis quelqu'un de négligé. Mais alors que pas du tout, en fait. Mais moi, la première, je serais toujours en mode, bon, tu fais pas gaffe, mais... Et du coup, je sais que ce truc de s'excuser, je sais que je le ferais aussi, quoi. En mode, bon, je suis désolée, alors que j'ai pas à être désolée, en fait. Ça agresse qui visuellement? Qui va faire, waouh, putain, mais c'est chaud, c'est chaud, il y en a, ça les choque, quoi. C'est en mode... c'est sale, quoi. Mais moi, du coup, je réponds, parce qu'il y a certaines personnes, des fois, qui m'avaient fait des réflexions, des hommes, et je réponds à chaque fois, toi, lève tes bras. Bah, t'es sale, toi, non? Du coup, parce que, non, mais parce que des poils, ça reste des poils, en fait. Et à chaque fois, c'est, ah ouais, enfin, non, rappelons à un rôle, des fonctions, en fait. Ça a une fonction, ça a des fonctions antibactériennes et anti-infectieuses. Donc, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc, la charge mentale de la pilule. Oh my god. Qui prend la pilule? Ok, let's go. Pas moi. Nous sommes deux à prendre la pilule. Les 2002. Les bébés. Moi, j'ai commencé à prendre la pilule quand j'avais 15 ans ou 16 ans. Rien à voir avec... parce que j'avais pas de copains ou quoi, c'était vraiment pas ça. C'est parce qu'en fait, j'avais des règles hémorragiques. Donc, je perdais énormément de sang. Et du coup, je faisais de l'anémie, des malaises et tout. Ouais, d'accord. On m'a mise sous pilule pour que je puisse réguler, quoi. Ouais, que je puisse décider quand est-ce que j'ai mes règles. Donc, par exemple, si je veux, j'enchaîne des plaquettes et j'ai pas mes règles, tu vois. Quand il y a des périodes où, par exemple, je faisais ça pendant la période du bac, j'avais calculé en sorte que j'ai pas mes règles pendant le bac. Enfin, voilà, tu vois, genre t'as moyen un peu de quand il y a des périodes qui sont un peu chaudes. Donc, j'ai pas eu d'effets secondaires. Mais par contre, ça fait tellement longtemps que je la prends que du coup, j'ai pas eu de ressenti en mode mon comportement a changé. Parce qu'en fait, je me rappelle plus comment j'étais avant. En parlant par exemple avec des copines qui l'ont prise par exemple il y a 1 an, 2 ans, elles ont vu vraiment un changement brutal en mode je suis passée de moi à quelqu'un de super sensible alors que de base je suis sensible mais pas autant. Je pleure beaucoup plus qu'avant, des trucs comme ça. Moi je trouve personnellement qu'avoir ses règles, etc., c'est aussi genre... apprendre à connaître son cycle, apprendre plein de choses, tu vois, c'est aussi se connaître soi-même. Et est-ce que du coup, prendre la pilule, c'est pas, vous avez pas l'impression d'être plus loin de vous-même, de moins bien vous connaître en quelque sorte? Quand j'ai pris la pilule, je ressentais vraiment le besoin. Enfin, c'est aussi parce que j'avais un copain en l'occurrence, mais je ressentais vraiment le besoin parce que justement j'avais besoin de cheater un peu mon cycle parce que des fois ça tombait à des moments où j'étais pas prête, où genre j'avais pas envie d'avoir mes règles parce que je mets pas de tampon, donc la piscine, donc dès que c'est l'été, la plage, machin, c'est un peu chiant, tu vois. Le fait de pouvoir réguler mon cycle, moi c'est vraiment ce que je recherchais. Donc, je n'ai pas le sentiment de m'être éloignée de cette phase de moi parce que j'ai toujours mes règles et tout. Mais moi, ça me rassure de pouvoir le contrôler.
À l'inverse, je sens justement que je suis pas maître de mon corps et que je l'ai prise tellement jeune en plus que du coup j'ai vraiment pas eu le temps d'apprendre à savoir comment ça fonctionne. Et si par exemple un jour je l'arrête, j'ai peur parce que j'ai pas appris en fait à gérer mon cycle. Est-ce que vous seriez prête à arrêter? Parce qu'on dirait qu'on parle de ça comme une addiction, mais j'ai vraiment vu des vrais trucs, genre des vidéos, des choses comme mais ça. moi j'aimerais de fou. Le problème c'est que les contraceptions proposées, elles sont nulles. Dieu merci, on a la contraception. Enfin, je veux dire, c'était nos grands-mères, elles avaient même pas de contraception, donc la contraception n'est pas le problème en soi. Loin de là, mais c'est plus la qualité de la contraception. C'est-à-dire que c'est prouvé que la pilule a des effets secondaires qui vont du plus anodin au plus handicapant pour certaines personnes, et personne ne fait rien. Moi, j'aimerais vachement l'arrêter parce que je sais que pour mon corps, c'est pas bon, mais le problème, c'est que si tu veux, je trouve pas une alternative qui me convienne et qui soit pour autant, qui soit respectueuse de mon corps. Le stérilet hormonal, ça reviendrait à la pilule, mais dans le sens où c'est pas quelque chose que tu prendrais à chaque fois. C'est ça. En gros, ça a la charge mentale en moins, quoi. C'est ça, mais du coup, pourquoi est-ce que... Pourquoi je prends pas le stérilet en cuivre? Oui, voilà. Parce que... ou le stérilet hormonal. Stérilet hormonal, parce que moi, je veux juste pas d'hormones. Ça a été prouvé dans des études que ça augmente les cancers, que ça augmente ça règle sur tout du dans long ton corps. terme. Mais du coup, pourquoi la pilule, alors? Parce que c'est le seul... En fait, les stérilets, je veux pas dire de bêtises, mais les gynécologues ne veulent pas poser de stérilet à des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Ouais, ça dépend lesquelles, mais c'est vrai qu'il y en a encore plein qui veulent pas. C'est pour ça qu'on oriente les jeunes vers des pilules, tout simplement. Qui n'ont pas encore eu d'enfants? Oui. Après, pour moi, je connais... Mais oui, mais maintenant, ça a changé. Ça a changé. Mais moi, je sais qu'en fait, tout simplement, je suis arrivée chez le gynéco, on m'a dit pilule. Quand t'es très jeune aussi, souvent, ça fait un peu peur, le stérilet. La première fois que je suis allée chez le gynéco, elle m'en a parlé, mais elle m'a dit, bon, on en parlera plus tard, parce que... parce que je pense pas qu'il y ait énormément de demandes des jeunes filles de 14 ans de dire, ok, j'ai toujours pas eu de rapport, ou je compte pas forcément en avoir tout de suite. Donc, je ne compte pas me mettre un... Enfin, tu sais, c'est un peu... Il y a un côté un peu brutal, un peu violent, et à 14 ans, t'as peut-être pas encore la... Enfin, ça dépend énormément des nanas, mais moi, je sais qu'à 14 ans, j'avais pas la sexualité, entre guillemets, suffisante pour que ce soit rentable, quoi. Je trouve quand même que la pilule, c'est un remède qui est aujourd'hui utilisé, par exemple, pour des filles qui... Pour tout et rien. Par exemple, elles ont trop d'acné ou des choses comme ça. Non, il y a des filles qui ont de l'acné, et du coup, on leur dit, prendre la pilule, ça va... Et parfois, il y a justement des acnés hormonales, etc., donc ça permet vraiment de réguler. Mais je sais pas si mettre des hormones pour réguler un problème... En fait, pour moi, c'est le problème. En plus, c'est déplacer le problème parce qu'il y a énormément de femmes qui, lorsqu'elles arrêtent la pilule, elles ont une poussée d'acné parce que justement, les hormones sont plus là. Il y en a qui rentrent en dépression, il y a des pertes de cheveux, des bouteilles de montées d'acné. Qui a fait un burn-out de son taf, et en fait, elle était persuadée que c'était son taf. Et juste par hasard, elle a changé de pilule à ce moment-là parce qu'effectivement, elle avait d'autres problèmes en dehors de ça, genre elle perdait ses cheveux et tout, et elle savait que c'était un problème hormonal. Et en fait, à partir du moment où elle a changé de pilule, son taf, ça allait beaucoup mieux, alors que rien n'avait changé. Et elle a réalisé qu'en fait, c'était purement hormonal comme problème. Et il y en a plein des exemples comme ça de nanas qui, au moment où elles ont commencé la pilule, ont eu plein de problèmes, ou au moment où elles ont arrêté de prendre ces hormones-là, donc la pilule, elles ont eu à nouveau plein de problèmes ou plein de trucs qui se sont résolus bizarrement, tu vois. On parle de contraception, donc on en est venu directement à la pilule, mais du coup, vous, la pilule... Moi, c'était parce que j'avais un copain à l'époque. Et pourquoi pas justement, le préservatif? C'est pour ça je sais que je me demandais... Je me suis posé la question. Déjà parce que les préservatifs, ça coûte très cher. En l'occurrence, vu que j'avais un copain, j'avais la sexualité qui allait avec. Donc la boîte de 6 capotes, ça coûte 8 balles. Au bout d'un moment, tu te ruines, quoi. Tu t'abstines. Surtout quand t'es jeune, t'as pas forcément les thunes à mettre là-dedans. Ça se dit pas tu t'abstines, c'est tu t'abstines. Tu t'abstiens. C'est pas aussi simple que ce qu'on pense de pleures, faire accepter à un garçon de mettre une capote. Enfin, moi, je sais que malheureusement, le garçon avec qui j'étais à l'époque refusait catégoriquement de mettre une capote. Il en a mis avec moi, mais au départ, c'était un débat, tu vois. Il fallait que je lui dise, désolé, mais on fait rien si tu mets pas de capote, tu vois. Parce que moi, j'avais cette éducation-là sur en dehors de vouloir des gosses ou pas. Enfin, tu vois, c'est les IST. Tu vois. Surtout qu'il y en a plein des mecs qui sont porteurs sains de trucs style chlamydia et tout, que eux, ils ressentent rien. Mais nous, si on se le chope, t'es un peu dans la merde, quoi. Moi, j'ai pas du coup pris l'option du stérilet en cuivre, qui est du coup non hormonal et qui est un des seuls trucs qui est non hormonal, parce qu'en fait, ça déclenche des règles hémorragiques, qui est mon problème de base. Voilà. Le stérilet, j'ai plusieurs copines à qui c'est arrivé. Si tu fais trop de sport, si c'est un sport intensif entre guillemets, et que t'es jeune, tu peux avoir des. En gros, il peut tomber, quoi. Il peut tomber et te déchiqueter l'utérus. Ça m'a très vite ralenti sur le truc, et je me suis dit qu'est-ce qui reste, c'est la pilule. Et en fait, moi, j'ai mon frère qui est en médecine. Il m'a dit c'est un peu un sujet glissant parce que ce que je peux te conseiller, c'est de prendre le moins pire, parce que de toute façon, pour tous, il y a des contre-indications. Quand tu prends la pilule,
Après, on te demande de faire une prise de sang, genre quelques temps après, parce qu'en fait, non, il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, la pilule, ça peut provoquer des thromboses. Ah oui, je crois que du coup, on regarde tes taux sanguins pour voir si c'est good et tout, mais genre, te rends compte, enfin. On est quand même sur des effets secondaires de mortels, quoi. Genre, il y a eu des débuts de recherche pour la pilule pour hommes. Et mais moi, je suis tombée de je sais pas combien d'étages quand je me suis rendu compte qu'ils ont arrêté les recherches parce qu'ils ont vu des effets secondaires. Mais c'est les mêmes effets secondaires que les femmes. Oh là là, les hommes, non, c'est impossible, ils peuvent pas avoir de thrombose. Quand même, ils vont avoir des migraines. Mais c'est terrible. La science est faite par des hommes, pour les hommes. Grave, c'est totalement ça, en fait, du coup. Les femmes sont des oubliées de la médecine, et notamment par exemple sur le sujet de l'endométriose. Très peu connu et qui est rentré dans les programmes de médecine en septembre 2020. J'ai appris l'existence de l'endométriose, je devais avoir peut-être 16 ans. Ouais. C'est hyper tard, sachant que j'ai commencé à avoir mes règles genre à 12-13 ans. Ça veut dire que pendant 3-4 ans, j'étais dans l'ignorance en me disant c'est normal d'avoir des règles douloureuses. Dans le suivi des femmes qui subissent de l'endométriose, déjà, par exemple, au taf, c'est que très récent que tu peux t'absenter si tu as des règles douloureuses. Ouais. C'est formalisé, tu vois, mais c'est pas pour autant que ton employeur va pas se foutre de ta gueule si jamais tu lui dis désolé, j'ai mes règles, je viens pas. Même au niveau du dépistage, parce que moi, on m'a fait des tests d'endométriose. Pour faire un test, il te rentre une caméra pour voir si t'as pas des d'endomètre sur les ovaires. C'est ça. Puis elle me dit non, c'est bon, t'as rien. Mais elle m'a dit c'est pas parce que je vois rien qu'il y a rien. Et moi j'étais mais comment ça? Mais du coup comment est-ce qu'on sait? Et elle me racontait que ça prend des années des fois à certaines femmes de pouvoir être diagnostiquées tellement on sait pas trop comment regarder en fait. Enfin, la moyenne d'un diagnostic d'endométriose chez les femmes est de 7 ans. Le truc qui m'énerve aussi avec les règles, c'est le fait que socialement, ça soit sale. Dans certains pays, tu as des petites filles qui n'ont plus le droit d'aller à l'école pendant leurs règles parce qu'elles sont considérées comme impures. Au Népal, les femmes n'ont pareil, ils doivent s'isoler, n'ont plus le droit de jouer avec leurs enfants. J'avais fait un travail sur ça. Les femmes, elles sont mises dans une espèce de petite hutte. Elles sont complètement isolées de tout le reste pendant la durée de toutes leurs règles. Si elles sont obligées de rater les cours, c'est un accès à l'éducation qu'elles n'ont pas. Oui. C'est horrible. C'est un accès aux droits humains. Enfin, genre, juste même à vivre. Genre, t'es enfermé dans une hutte. En gros, le truc moi, que je trouve fou, c'est qu'en fait, même quand tu corresponds aux critères de beauté naturelle, la société va au-delà de ça. C'est-à-dire que elle va pousser vers des choses qui sont pas naturelles, dans le sens où c'est pas forcément de la chirurgie, mais on va te demander de perdre énormément de poids. C'est fou en fait que cette pression sur la beauté féminine, on en arrive à des choses qui n'existent même pas en fait. Genre on est obligé de passer par la case chirurgie ou par la case problème de santé quoi, pour être belle, alors que naturellement cet état-là n'est pas faisable. Donc moi c'est ça que je comprends pas, c'est que on demande à des femmes de ressembler à des choses qui sont pas possibles. En fait. Je savais pas, mais il y a par exemple les actrices donc, qui sont censées être des femmes qui sont déjà méga validées, donc on en parle, t'es déjà belle, mais c'est encore pas assez bien. Il y a des actrices qui connaissent un vide entre 40 et 60 ans dans leur carrière, parce qu'en fait, à 40 ans, elles sont trop vieilles, et à 60 ans, elles peuvent à nouveau jouer les rôles de grand-mère. Et encore, les actrices qu'on prend pour des milfs, en fait, en réalité, elles ont genre 35 berges et pas un ride. C'est ça. Ces femmes-là, donc elles ont un vide professionnel, alors que les hommes, c'est la pointe de la carrière. C'est la pointe de la carrière, tu vois, on est là, mais avec l'âge, il se bonifie, regardez George Clooney, il est incroyable, Brad Pitt. Petit poivre et sel lui va ravir. On adore. Il y a un truc que j'ai vu là sur les réseaux il y a pas longtemps, je sais plus, c'est un film, c'est censé représenter un couple où la femme est beaucoup plus âgée que l'homme, et en fait, les acteurs qu'ils ont choisis, la femme a 19 ans de moins que l'acteur. Donc en gros, ça n'a aucun sens, tu vois. Ok. Moi, j'étais la première à critiquer les femmes qui faisaient de la chirurgie esthétique en disant oh là là, elles veulent à tout prix correspondre aux critères de beauté, c'est chiant, elles pourraient faire autrement. Mais en fait, ces femmes-là, finalement, je les comprends, parce que si elles font ça, c'est parce que sinon, elles ont plus de boulot, en fait. Et que, tu vois, paraître plus jeune, c'est pour leur permettre d'avoir du job et qu'elles puissent être à nouveau embauchées dans des castings. La représentation qu'on a, c'est ils prennent, ou même dans les pubs, ou enfin je veux dire dans la représentation qu'on veut nous donner, c'est pour jouer des vieilles, on va prendre des femmes très vieilles, et pour jouer des daronnes, on va prendre des femmes qui ont genre 35 ans alors qu'elles sont censées en avoir 40 voire 50 dans le film, pour nous faire croire que regardez,
c'est à ça que vous devez ressembler quand vous aurez 40, 50 ans, parce que la femme, elle est belle que quand elle est jeune, que quand elle n'a pas de rides. Mais du coup, moi je comprends pas, parce que c'est un énorme mensonge, parce que quand le téléspectateur il va regarder ce film-là, il va avoir vraiment l'impression, du coup, s'ils ont pris cette actrice-là, c'est que forcément elle a l'âge du personnage. Et je sais que c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire quand les femmes sont vieilles, on va essayer de les rajeunir, mais c'est dans l'autre sens aussi. Par exemple, moi j'ai regardé Pretty Little Liars. Oui. Et quand j'ai regardé cette série-là, j'avais le même âge que les présupposés personnages. Et je me suis comparée en mode, mais pourquoi elle apparaît beaucoup plus formée que moi ? D'accord. Pourquoi elle apparaît beaucoup plus... Et en fait, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que lors du tournage, elles avaient 25 piges. Ah mais oui, c'est hallucinant. T'as l'impression que t'es jamais au bon endroit, t'es jamais dans le bon âge. Est-ce que vous vous sentez obligé de vous maquiller ou vous êtes complètement à l'aise avec l'idée de sortir sans maquillage ? Je peux avouer tout. Je ne me maquille jamais et je l'ai fait pour la vidéo aujourd'hui. Je me maquille jamais et ce n'est pas pour moi du tout un problème de sortir sans maquillage. Alors là, je m'en fiche. Je crois qu'on est tous un peu d'accord. Bah ouais, en fait, toutes les quatre, on se maquille pas quotidiennement. Moi, je ressens quand même un truc parce qu'en gros, je vais m'exprimer aujourd'hui sur mes sentiments. Moi, c'est vrai que j'ai pas ressenti le besoin de me maquiller, et pour autant ma mère elle était esthéticienne, donc elle avait du maquillage, elle nous maquillait genre pour s'entraîner et tout, mais je me suis jamais dit quand j'étais plus jeune vas-y faut que je me maquille, tu vois. Pour autant arrivé fin collège, tu vois, des fois je mettais du mascara, mais souvent ça me saoule le maquillage parce que je peux pas me toucher le visage, etc. Mais arrivé en terminale, en fait j'ai commencé à avoir de l'acné sur ici là, enfin bref, voilà, j'ai commencé à avoir de l'acné. Je voyais le regard des gens était différent. Après, c'était aussi moi qui me mettais beaucoup la pression. On se demande pourquoi, tu vois. Pour autant, je me maquillais pas parce que j'avais les cheveux courts et du coup, ça a caché mon acné en fait. Maintenant, je sais que en ce moment, j'ai pas mal d'acné, de boutons, etc. Et j'ai eu des réflexions, big up à Owen. C'est vrai que je pensais pas que ça m'impactait autant, mais le matin, quand je me vois dans la glace, je me dis, je peux pas sortir comme ça, je suis obligée de mettre de la bébé crème parce que je sais que derrière je peux me prendre des réflexions et pour autant la bébé crème genre ça change presque rien, tu vois, genre on voit quand même que j'ai des boutons, enfin tu vois, genre c'est parce que ces réflexions là elles m'ont impactée parce que genre c'est quelque chose qui remet ma confiance en moi en question, tu vois. Et du coup je me dis mais faut que je cache ça, j'en ai marre, genre j'ai pas envie qu'on me fasse des réflexions, j'ai pas envie de voir les gens regarder ça parce que ça m'arrive, tu vois, je peux voir et pour autant genre je suis pas la personne qui a le plus d'acné au monde, tu vois, qui a le plus de boutons, enfin je connais des gens qui en ont beaucoup plus, etc. Mais c'est que ça m'impacte quand même, donc c'est pour ça que je me maquille. Ouais, donc tu te maquilles clairement pas par envie, mais par obligation. Alors par contre, si je me maquille les yeux, etc., là je parle du teint, etc., mais les yeux, genre quand je fais de l'eyeliner, ça c'est moi, genre j'en ai envie, tu vois. C'est plaisir. Mais c'est plus le teint, etc., parce qu'il y a un gros truc sur la peau parfaite, sur la peau lisse, sur la peau machin. Mais tu vois, je vois que j'ai regardé des vidéos sur YouTube très très jeune, mais juste je trouvais ça super rigolo, super bien. Je regardais plein de vidéos de make-up, alors que je me maquillais même pas, mais même en terminale, même là, je ne mets même pas de mascara, là, j'en ai même pas aujourd'hui, tu vois. Alors que très jeune, j'ai regardé ça parce que, c'est rigolo, ça m'amuse, c'est joli, mais pour autant, ça m'a pas donné envie de moi m'en mettre. Moi, ça m'a toujours étonnée. Vous regardez là, toutes les grandes youtubeuses aujourd'hui, elles ont toutes commencé par les tutos make-up. Ah oui, oui. Genre, tout le monde, alors que je suis désolée, mais quand tu regardes dans les échantillons réels des femmes, bah rien que nous on se maquille pas, donc c'est pas... je trouvais ça très réducteur. Ça a beaucoup changé. Oui. Aujourd'hui, les nanas qui font du maquillage, tu vois, comme Yule Cup, bah, c'est du maquillage purement artistique. Ouais, voilà, c'est ça. Et maintenant, enfin, tu vois, à part quand c'est des grandes stars, style Vogue Paris, qui met des vidéos de nanas qui font leur morning routine, machin, tu réalises qu'en fait, en réalité, il y a... Enfin, c'est vachement moins mis en avant qu'avant. Alors qu'en 2014-2015, les seules nanas qu'il y avait sur YouTube, c'était pour du maquillage. Du coup, moi, je sais que tu regardes les grandes, du coup, tu fais un transfert vis-à-vis des grandes. Et moi, je pense que je me suis vachement intéressée au maquillage, plus que j'aurais pu le faire si jamais j'avais pas eu cette approche, tu vois. Moi, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue de Enjoy Phoenix, qui avait fait une vidéo à un moment pour dire... en fait, elle avait fait une décolo, elle était blonde. Et elle disait que selon elle, selon elle, son vécu en tant que blonde et youtubeuse beauté, ça faisait trop. Et du coup, elle est redevenue brune à cause de ça.
En fait, elle perdait toute légitimité. Du coup, elle a dû se changer elle-même pour dire ok. En fait, comme si elle avait plus de valeur, un peu plus de légitimité. C'est comme toi au début. Enfin, je sais pas si elle cachait, mais elle parlait très peu qu'elle aimait beaucoup les jeux vidéo. Et je trouve que grave. À un moment, elle s'est lâchée. Elle a dit en fait, je passe des heures là-dessus, tu vois. Mais au départ, c'est vrai. Après, peut-être parce qu'elle avait juste pas envie d'en parler ou voilà. Mais ouais, il y a eu comme une transition où au départ, non, surtout pas très lisse. De toute façon, sur YouTube, c'était hyper catégorisé. Genre, les Squeezie et compagnie, les gamers, c'était que des mecs. Alors qu'aujourd'hui, on voit c'est assez récent qu'il y a des gameuses. Il y a de plus en plus de gameuses. Et les nanas, c'était make-up. Ah oui, bah. Mais en 2014-2015, mais c'était que ça. Non, et même, il y avait le gros débat, les femmes qui font de l'humour sur YouTube. Non, mais tu peux pas être sur YouTube. Ah ouais. Voilà, t'es une femme et t'es drôle, putain, c'est ouf. Ouais. Et je sais pas, il y avait une vidéo de Natou, moi ça m'avait marqué tellement je me suis dit, mais c'est fou. Parce que les deux seules nanas sur YouTube qui faisaient de l'humour, c'était Natou et Andy. Oh, oui, et en gros, elle avait fait une scène où en fait il y avait un podium et elle disait, alors je suis première youtubeuse féminine humour de France, mais elle disait sur 2. Donc en fait du coup elle faisait une scène où un coup c'est Andy, un coup c'est Natou, un coup c'est Andy, mais du coup ça n'a rien d'impressionnant, tu vois, parce que t'es là en mode oui mais il n'y a pas de concurrence. Et elle recevait beaucoup de messages en disant mais c'est fou que tu sois, il y a ça, t'es drôle mais en plus t'es belle et t'es drôle, enfin genre trop de trucs qui peuvent pas aller ensemble en fait, c'est fou. J'avais lu un article là-dessus, bon je change un peu de sujet, mais j'avais lu un article sur Emily Ratajkowski qui ne pouvait pas être féministe. Parce qu'elle monte son corps, elle monte son cul sur Insta, tu vois. Aucun rapport. T'es en mode, excuse-moi, mais quand même, je veux dire, un mec qui pose torse nu, c'est pas pour autant que c'est un mec qui a pas, sa parole n'est pas pour autant illégitime, tu vois. Et pour les meufs, c'est ça. Genre, à partir du moment où tu poses à poil, tu peux pas être féministe, pardon. Tu peux pas être féministe ou tu peux pas revendiquer tel ou tel truc parce que en fait tes actions vont à l'encontre, alors que non, c'est carrément du slut shaming en fait, genre n'importe quel féministe dirait t'as le droit de te foutre à poil sur les réseaux si tu veux, quoi. Moi je trouve ça fou que la parole d'une femme elle dépend mais de plein de facteurs. Si t'es trop justement à montrer ton corps, on va te dire oh là là mais t'es trop superficielle. Si t'es blonde t'es trop superficielle. Si tu te maquilles trop, si tu t'as un discours hyper intelligent, du moment que t'es trop maquillée on va te dire ça se trouve c'est pas elle qui l'a écrit. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui l'a écrit pour elle. Ça, puis genre, mais ça veut dire que tu t'assumes pas. Donc, tu te maquilles, tu t'assumes pas, du coup, tu revendiques de. Je t'assume, mais en fait, ça me fait. J'aime bien, genre, mais non, mais c'est tout t'es pas naturel en fait. Tout ce qui est lié au physique chez la femme, c'est problématique. Non, c'est pas que c'est problématique, c'est que c'est problématique, mais c'est parce que c'est toujours mis au premier rang. C'est ça. C'est pas la parole qui compte, c'est d'abord, on regarde à quoi elle ressemble. Bon, elle est pas mal, bon, on va écouter, mais je pense que vu qu'elle est belle, ça va pas être ouf. Et si elle est un peu moche, en vrai, on sait que ça va être intelligent, donc on n'a pas forcément envie de la regarder. Enfin, tu sais, J'avais entendu un truc, alors je n'ai plus ma source, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais en gros, j'avais entendu un truc comme quoi les injonctions de beauté chez la femme, elles ont été construites pour, comme un de nos profs nous avait dit, faites du bruit à l'ouest pour qu'à l'est on soit tranquille. En fait, les femmes, elles sont tellement concentrées sur leur physique que du coup, elles oublieraient les luttes sociale, vous voyez. D'accord. En mode, on va à tout prix leur dire il faut être belle pour réussir et tout. Et du coup, elles se détourneraient du fait qu'il y a des inégalités, qu'elles n'aient pas les mêmes droits que les autres parce qu'elles sont focus sur être la plus belle, tu vois. Ouais, et puis il y a aussi Charlie d'Angers qui disait qu'en fait, la beauté chez les femmes, c'est un truc qui est carrément ancré parce que c'est historique. Et que la compétition entre les femmes, elle est aussi ancrée à cause de ça. Parce que avant, si tu voulais avoir une vie, entre guillemets, potable, ça dépendait des hommes. Ça dépendait de la manière dont tu allais pouvoir être mariée. Donc il fallait que tu sois la plus belle du village, il fallait que tu sois la mieux foutue, la mieux née, quoi. Du coup, il y avait forcément une compétition qui s'installait entre les femmes, mais c'était toujours vis-à-vis des hommes, tu vois. Et en fait, elle disait que la compétition féminine actuelle, elle vient de là. C'est-à-dire que les femmes, depuis des décennies, ont été mises en compétition, mais toujours par rapport aux hommes, et que cette histoire de beauté, en réalité, c'est dans le fond toujours aussi par rapport aux hommes. Est-ce que après ça dépend, mais je veux dire, c'est aussi plaire, par. En fait. C'est pour plaire. C'est en permanence pour plaire. Les femmes, en fait, elles se comparent. C'est instinctif. En fait, c'est qu'elles se comparent tellement qu'en fait, elles auront beau un jour se trouver jolies, mais elles vont forcément se comparer le lendemain et du coup trouver l'autre plus jolie. Et en fait, c'est que t'es toujours amenée dans tous les cas à regarder la voisine et que tu lui trouveras toujours les qualités que
toi tu n'as pas. Et en fait, du coup, il y a ce truc avec les hommes, mais il y a aussi nous-mêmes, vu qu'on se met en concurrence. Non, mais pourquoi on se met en concurrence ? Mais voilà, en fait, c'est pour plaire, par rapport pour plaire. Et qu'est-ce qu'est-ce qu'on cherche ? Enfin, pourquoi on veut plaire ? Pour répondre à ces attentes, et ces attentes qui sont construites par qui ? Par les hommes. Donc on essaie juste de plaire aux hommes au final. Oui, mais c'est clairement ça. Toute notre construction de notre rapport à nous-mêmes, c'est par rapport aux hommes. Après, je suis pas totalement d'accord, parce qu'il y a des moments, moi, tu sais, je vais me dire, oh mince, je sais pas, genre, si j'ai un complexe, tu vois, et que je vais voir la fille parfaite, enfin, la fille qui a pas ou qui a justement ce que j'ai pas, je vais pas être en mode, oh mince, un garçon va la trouver mieux si j'étais en mode. Mais aujourd'hui, c'est non. plus profond. Déjà, je pense que c'est un truc qui est inconscient. Et je pense qu'aujourd'hui, t'es suffisamment mature pour plus se poser ces questions-là. Mais quand t'es enfant et que t'es en train de te construire ta confiance en toi, quand t'es au collège, tu vois, quand t'es au collège, il y a ce délire de la fameuse pick me. Il faut absolument que tu plaises aux garçons, parce que si tu plais aux garçons, t'es normal, t'es génial, t'es la cool girl, quoi. Sans être trop direct, parce que forcément dans ta tête tu vas pas te dire tiens genre elle a ça et elle va plaire à un homme, tu vois. C'est pas aussi direct que ça, mais c'est plus subtil, la femme que tu regardes et que tu trouves belle et qui a ce que toi n'as pas, qu'est-ce que c'est qu'elle a? Moi je dirais que ce qu'elle a, c'est la validation de la société. La société, et la société quoi, patriarcale. Enfin moi désolée, pour moi elle est patriarcale, la société. Faisons une droite. Donc pour l'homme quoi. Et ouais, j'ai l'impression d'avoir déconstruit le truc, mais tout le monde souhaite plaire, que ce soit un homme ou une femme, mais souhaite plaire aux autres, tu vois. Mais je pense pas, en tout cas, je pense plus, peut-être qu'à un moment ça a été mon cas, mais en soi, là, demain, mon but, c'est pas de plaire à un homme, ou voilà. Là, c'est d'abord de moi trouver mes objectifs et d'être bien avec moi-même. Voilà. mais je sais que à un moment donné où j'aurais pu me dire en mode ah bah oui elle a ça, du coup elle va plus plaire, je vais pas être en mode ah bah non la plus plaire, c'est en mode elle doit être trop bien en ayant ça, tu vois, parce que c'est un truc que moi j'aimerais avoir. C'est peut-être inconscient, et que oui j'ai envie de me persuader que moi en tout cas j'ai plus envie d'être la fille parfaite, j'ai pas envie de plaire à quelqu'un, juste envie de arrêter de me poser des questions de oh pourquoi est-ce que juste waouh elle est super belle, elle a des trop beaux cheveux. Waouh. Mais je pense que c'est une chance de réussir à penser comme toi tu penses. Ouais, parce que moi par exemple c'est pas le cas. Moi par exemple je me compare énormément sur les réseaux sociaux et j'ai toujours ce besoin de validation. J'arrive pas à me donner ma propre validation et je me base énormément sur les critères, alors que je sais que c'est du bullshit. Mais par exemple je sais que moi j'ai pas réussi à faire ce chemin et je sais pas trop comment le faire en fait. Mais déjà en fait j'ai juste rien le seul fait que tu le saches et que tu t'en rendes compte, c'est déjà quelque chose, tu vois. Enfin, franchement, c'est déjà énorme. Ouais. Après, parce que du coup, pour rebondir sur ce que disait Zélia, moi, je sais que dans mon passé, entre guillemets, j'ai eu des traumatismes vis-à-vis du physique. Et du coup, je suis restée bloquée, en fait, dans cette période-là de ma vie, où on me disait des trucs pas sympas. Et du coup, j'ai l'impression que dès que je rencontre des gens, et qu'ils vont se dire ah oui c'est toi la meuf là, ah oui je me rappelle, alors qu'en fait ces gens-là ne me connaissaient absolument pas à cette période-là et qui peuvent pas, sauf qu'en fait c'est un peu comme les gens par exemple qui se voient gros alors qu'ils sont minces, oui, voilà. Il y a une difformation, t'as une vue sur toi qui est pas la réalité, c'est quoi. Ça. Et moi j'ai l'impression de me revoir comme quand j'étais au collège et qu'on me disait des trucs pas ouf, et alors que je suis complètement différente aujourd'hui et que je sais que j'ai plus ce genre de problème aujourd'hui, que voilà, je sais que je suis pas moche, que pareil j'ai des standards qui sont cochés, mais le problème c'est que moi je suis restée bloquée dans un truc, tu vois. Il y a des trucs qui restent gravés, quoi. Enfin malheureusement je vois ce que tu veux dire, le fer est forgé et maintenant c'est compliqué de changer l'image que toi t'as de ta personne, quoi. En fait comme tu dis, c'est arrivé à une période de ma vie où du coup j'étais en pleine construction et mon cerveau il est resté bloqué là-dessus, même si mon corps il continue de grandir et que j'ai plus du tout le même physique que quand j'étais parce que c'est l'âge ingrat. Ça t'a marqué quoi. Ça m'a marqué, je me suis construite comme ça, du coup à l'intérieur je suis toujours la même que même si à l'extérieur ça a changé, tu vois. Et du coup c'est super compliqué, et puis avec l'ère des réseaux sociaux et des comparaisons, ça m'aide pas du tout, quoi.